Salut tout le monde, bienvenue dans l'épisode 16 de la série pour créer un jeu en 2D facilement sur Unity. Aujourd'hui, ça va être un épisode qui va être assez long et qui va être assez technique, donc il faudra vraiment bien s'accrocher. N'hésitez pas à prendre une pause durant l'épisode, mais pas une pause de plusieurs jours, sinon vous risquez d'être complètement perdu en revenant sur le projet. Donc, commençons avant même de rentrer dans le vif du sujet par parler de la version de Unity que j'utilise. Je suis passé à Unity 2019.3 et plus précisément 2019.3.15 F1. C'est un nom de version assez long, mais je précise ça parce que c'est toujours mieux, je le rappelle, que vous utilisiez la même version d'Unity que moi. Donc si vous avez déjà Unity 2019.3, vous avez déjà la bonne version, mais si vous avez Unity 2019.2, ce qui était mon cas à l'épisode précédent et à tous les épisodes précédents, eh bien je vous invite vraiment à passer sur Unity 2019.3 pour être sûr d'avoir la même version que moi et donc d'avoir les mêmes fonctionnalités, le même design et tout au même endroit. Unity 2019.2 ça reste une version très récente et elle est juste avant la 2019.3 donc vous ne devriez pas avoir de problème si vous ne le faites pas, mais voilà, je vous conseille de le faire, si vous ne le faites pas, c'est votre problème si vous rencontrez des erreurs. Passage à Unity 2019.3 oblige, il y a un petit correctif qu'on va devoir faire dans un script. Alors, pour le contexte, lorsqu'on a fait un épisode sur les corrections, pour les déplacements du personnage et d'autres choses, il s'est avéré que sur la version Unity 2019.2, donc sur celle que j'utilisais, il n'y avait absolument aucun problème, l'épisode s'est très bien passé. Par contre, pour ceux qui utilisaient Unity 2019.3, ils ont eu la mauvaise surprise à la fin de l'épisode de voir que le personnage se déplaçait de façon vraiment non linéaire par à-coup, alors que le script était exactement le même que sur Unity 2019.2. Alors je ne sais pas du tout pourquoi entre Unity 2019.2 et .3, on n'a pas le même comportement au niveau du déplacement du personnage. J'ai regardé le changelog de la version du passage de .2 à .3 et j'ai absolument rien trouvé qui pourrait être la cause. Du coup, ce que j'avais fait, c'est que dans les commentaires pour les utilisateurs de Unity 2019.3, j'avais proposé un correctif temporaire, juste histoire d'avoir toujours un résultat visuel agréable et fonctionnel pour que ces personnes-là puissent passer à la suite. Mais vu que vous êtes probablement une grande majorité sur Unity 2019.3, et vu que je suis aussi dessus maintenant, eh bien je vais vous proposer un fixe beaucoup plus propre qu'on va ajouter dès maintenant avant de passer vraiment au vif du sujet de la vidéo, qui est le menu de Game Over, donc l'extension de ce qu'on a fait à l'épisode précédent avec l'élimination de notre personnage. Donc le script qui nous posait problème c'était le déplacement du personnage, et donc c'était dans Player Movement. Donc vous pouvez ouvrir ce script, et notre problème il est donc au niveau des fonctions update et fixed update. Du coup, la seule chose qu'on a à faire, c'est dans la fonction update, plutôt que de multiplier par time.deltaTime, on va multiplier par time.fixedDeltaTime pour l'horizontal movement et le vertical movement. Vous n'avez peut-être pas la même chose que moi dans ces deux fonctions update, donc ne vous inquiétez pas, je vais y revenir. Je vais juste retester ça, je retourne sur Unity, j'appuie sur play et normalement mon personnage voilà, devrait de nouveau se déplacer de la bonne manière. On ne devrait plus avoir de déplacement par à-coup et donc tout devrait bien fonctionner. Donc je reviens dans le script, vous devriez avoir, peu importe votre version de Unity, que vous êtes sur 2019.2 ou 2019.3, vous devriez avoir la même fonction update et la même fonction fixed update que moi. Donc là je vous invite à faire pause, je vous invite à comparer par rapport à la version que vous avez, et à faire simplement la même chose. Même si le bug n'est pas présent sur 2019.2, mettez quand même fixed delta time, ça fonctionnera toujours, et ça fonctionnera très probablement même mieux. Et une fois que vous avez exactement la même fonction update et fixed update que moi, on va pouvoir passer à la suite. Il y a une autre chose que j'ai envie de faire rapidement avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est de corriger un bug qui m'a été signalé il y a quelques épisodes, que je voulais corriger au dernier épisode, mais j'ai pas eu le temps la dernière fois. C'est simplement que si je me mets sur une échelle, j'appuie sur E pour monter à l'échelle. Si j'appuie sur la barre espace, il ne se passe rien de particulier. Par contre, au moment où je vais sortir de l'échelle, mon personnage, vous avez vu qu'il va faire un saut. Alors que si je suis sur l'échelle, là j'appuie pas sur la barre espace, j'arrive tout en haut, mon personnage il sort simplement de l'échelle. Mais si j'appuie sur la barre espace pendant que je suis sur l'échelle et que je sors,
Vous voyez que là, mon personnage rebondit sur le plafond, mais il va en fait réellement effectuer un saut. Ça, c'est simplement parce qu'en fait, on bloque la possibilité de sauter, d'effectuer un mouvement de saut lorsqu'on est sur l'échelle, mais le script prend bien en compte cette demande et il va l'exécuter une fois qu'on sera plus sur l'échelle. Ça, on peut le voir simplement dans Player Movement toujours, en fait, c'est cette méthode qui se lie. On appuie sur le bouton Jump et on est is grounded. Quand on est sur l'échelle, on est considéré comme étant au sol. Donc is jumping passe à true. Mais vu qu'on est en train de grimper dans Move Player, on va juste lire ces deux lignes ici, et on va pas lire le is jumping qui est là. Par contre, dès lors que le personnage sort de l'échelle, cette condition va se lire et on va effectuer un saut. Donc le plus simple, c'est dans la fonction update, pour enregistrer une demande de saut en quelque sorte, on veut appuyer sur le bouton de saut, on veut que le personnage soit au sol, et on veut que le personnage ne soit pas en train de grimper. Tout simplement, on peut sauvegarder ça, retourner sur Unity. Je suis assez étonné d'ailleurs de ce bug parce qu'il m'a été beaucoup signalé et j'ai vu que apparemment les personnes avaient beaucoup de mal à le corriger, pourtant, comme vous pouvez le voir, il ne faut pas chercher très très loin. Donc je suis sur l'échelle, j'appuie sur la barre espace et lorsque je sors de l'échelle, voilà. Je n'ai plus le saut qui se fait, j'ai juste la sortie de l'échelle. Donc, parfait, ça fonctionne, le bug est corrigé et on peut enfin passer au menu de Game Over. Donc, qu'est-ce qu'on a envie de faire dans cet épisode? On veut que, lorsque le personnage entre en contact avec l'ennemi, alors je vais augmenter les dégâts de l'ennemi pour faire en sorte qu'il me tue en un seul coup. J'appuie sur Play, je rentre en contact avec l'ennemi. Maintenant, on a juste notre animation d'élimination qui se joue, et ce qu'on veut maintenant à ce moment-là, c'est faire apparaître un menu, et donner la possibilité aux joueurs de recommencer ce niveau, d'aller au menu principal, ou de quitter le jeu. Donc ça, ce sont 3 exemples. Vous pouvez très bien ajouter plus de boutons et plus de fonctionnalités, ou simplement mettre 2 boutons comme réessayer et quitter le jeu, sans avoir la possibilité de passer par le menu principal. Ce sont des exemples, c'est vraiment à vous de voir. Mais pour cette série, je vais utiliser 3 boutons, comme je l'ai dit, un pour recommencer le niveau, un pour aller au menu principal et un pour fermer le jeu. Et je vous propose qu'on commence directement par créer le visuel de ce menu, de Game Over. Je précise que je vais rester sur un menu visuellement très simpliste, déjà parce que la vidéo va être assez longue, donc on va peut-être s'occuper de la partie graphique un petit peu plus tard. Pour créer ce menu, on va le créer dans notre canvas. Donc vous pouvez cliquer sur Canvas, vous mettez la souris dans l'onglet scène, vous appuyez sur F pour faire un focus, et dans ce canvas, on a actuellement notre barre de vie et nos pièces. Et 2 autres éléments qui sont invisibles, le Fade System, donc le fondu, et Interact UI, qui est notre texte d'interaction. On va, à l'intérieur de ce canvas, ajouter un nouvel objet, on va faire clic droit, Create Empty. Cet Empty, on va ouvrir son Rect Transform, on va mettre le Stretch en bas, donc on va sélectionner ça, on va augmenter sa taille, on va faire en sorte que ce soit collé à tous les bords, donc on a vraiment un Empty qui fait toute la taille du canvas. On va l'appeler Game Over Menu. On va faire un clic droit sur cet objet, UI, et on va ajouter un bouton. Donc si je passe dans l'onglet Game, vous voyez qu'il y a le bouton qui apparaît au milieu de l'écran, il est assez petit, donc je vais doubler sa taille. Ici je vais passer à 320 et je vais mettre 60 en hauteur. Je vais ouvrir ce bouton, je vais prendre le texte à l'intérieur, et ce premier bouton, je vais mettre comme texte à l'intérieur Retry. Ça sera le bouton pour réessayer, pour recharger le niveau. Je vais changer la police d'écriture, je vais prendre Pixelated. On va augmenter un petit peu le font size, je vais mettre à 44, voilà. Ce bouton, je vais le mettre un petit peu plus haut. Je vais faire CTRL D pour dupliquer ce bouton. Je vais en mettre un autre en dessous. Alors on va peut-être les espacer un peu plus. Et je vais encore une fois dupliquer, CTRL D, ce bouton pour en mettre un 3e. Le deuxième bouton, je vais aller à l'intérieur, je vais changer le texte. Celui-là, je vais écrire Main Menu, pour revenir au menu principal. Menu principal qui n'existe pas encore aujourd'hui, hein, évidemment, ça sera probablement le sujet du prochain épisode. Donc ce bouton aujourd'hui, pour cet épisode, il ne nous sera pas utile, mais on va déjà le préparer. Et le troisième bouton, je vais changer le texte à l'intérieur et je vais marquer Quit, pour quitter le jeu. Et donc voilà à quoi va ressembler notre menu de Game Over pour l'instant.
Donc comme je l'ai dit, c'est très simpliste, c'est pas très joli, mais on repassera dessus un petit peu plus tard. Et si vous le souhaitez, vous pouvez évidemment vous prendre un petit peu de temps pour changer le fond des boutons, les couleurs, etc. Maintenant qu'on a notre menu de Game Over, on a envie de le faire apparaître au bon moment. On veut qu'il apparaisse uniquement quand le personnage est éliminé. Donc pour faire ça, il va nous falloir un script pour gérer tout le système de Game Over. Ce script, on va l'ajouter sur le Game Manager, parce que c'est un script qui est relatif à la gestion de notre jeu, à une fonctionnalité vraiment du jeu, et du coup, ce Game Manager, il va aussi être transporté d'une scène à une autre, et on veut pouvoir avoir le menu de Game Over d'une scène à une autre également. Donc on va ajouter un component ici. Je propose qu'on l'appelle simplement Game Over Manager. On va créer un nouveau script. On va ouvrir ce script. On peut enlever les systèmes.collection, on n'en aura pas besoin. Et on va créer une première variable pour référencer le visuel de notre menu, donc c'est ce qu'on vient de créer en fait. On va créer une variable pour stocker GameOverMenu, et on va activer et désactiver cet objet selon le moment. Donc lorsque le joueur est éliminé, on veut faire apparaître le menu, et lorsque le joueur joue, on veut que ce menu ne soit pas affiché. Donc on va créer une variable publique de type GameObject, et on va simplement l'appeler GameOverUI. Dans ce script, on va enlever les deux méthodes qu'on a par défaut, on n'en aura pas besoin pour le moment, et on va créer une méthode qui va justement activer le visuel, et cette méthode on va l'appeler au moment où notre joueur n'a plus de vie. Donc on va commencer par créer cette méthode, on va créer une publique, void, on character, on va peut-être mettre on player def, donc lors de la mort du joueur, on va ouvrir ça. J'utilise un nouveau clavier, j'ai un petit peu de mal à m'y habituer, donc vous risquez de voir plein de fautes d'orthographe et de majuscules, je m'en excuse d'avance. On va prendre GameOverUI, et on va dire .setActive true. On va simplement activer l'objet. Et du coup maintenant il faut qu'on puisse appeler onPlayerDef depuis PlayerElf. On va aller ouvrir ce script. Donc on peut aller sur où est notre joueur, player, on peut ouvrir PlayerElf. Et dans PlayerElf, on a ajouté à l'épisode précédent la méthode die avec tout le nécessaire à désactiver ou à changer lorsque le joueur est éliminé. Et donc c'est depuis cette méthode die, ici, qu'on va vouloir appeler la méthode qu'on vient de créer dans GameOverManager. Plutôt que de faire une référence à cet objet, on va encore une fois créer un singleton. Vu que GameOverManager est un objet unique, il n'aura qu'une seule instance, ça sera un petit peu plus simple pour y accéder. Donc on va copier dans PlayerElf le système de singleton qu'on a ici. Comme d'habitude, on va pas s'embêter à tout réécrire. On retourne dans GameOverManager et on va coller cette méthode awake. Ici, ce n'est pas PlayerElf dans l'instance, mais ça va être GameOverManager. Et pareil, dans le message d'avertissement, on va dire il y a plus d'une instance de GameOverManager dans la scène. Et on peut sauvegarder ça. Dans PlayerElf, on va retourner dans die, et ici on peut simplement dire maintenant GameOverManager.instance, et on va appeler onPlayerDef. Et on peut sauvegarder ça. Jusque là, rien de bien compliqué, les singletons on en a déjà parlé, on en a déjà mis en place un certain nombre dans différents scripts. L'objet GameOverMenu, on va le désactiver par défaut, on veut pas qu'il soit affiché. On va aller dans le Game Manager, il ne faut pas oublier d'assigner la variable GameOverUI ici. Donc je vais ouvrir le canvas, je vais glisser GameOverMenu qu'on vient de désactiver, et je vais appuyer sur Play. Et normalement, si je me fais éliminer par un ennemi, on devrait avoir le menu qui apparaît. Donc ça fonctionne bien, on a les boutons, on peut cliquer dessus, mais ces boutons pour l'instant, ils n'ont aucun effet. Donc ça va être l'étape suivante, ajouter une fonction qui va être appelée par chacun de ces boutons. Pour ça, on va aller dans GameOverManager, et on va créer, comme je l'ai dit, une méthode par bouton. Donc, ces méthodes doivent absolument être en public pour pouvoir être appelées depuis un bouton du UI. Donc la première, on va l'appeler retry button, le bouton pour réessayer, pour recharger le niveau.
On va en créer une autre qui va être main menu button. Alors je vous ai prévenu, hein, je vais vraiment galérer, j'ai beaucoup de mal à m'y habituer. Et on va en créer une dernière, public void, qui va être quit button. Donc retry button c'est recommencer le niveau, main menu button c'est retour au menu principal, et quit button c'est fermer le jeu. On va commencer par quit button parce que ça va être le plus rapide. Il nous suffit simplement d'écrire application.quit. Et c'est tout. Application fait référence à notre application, à notre jeu, et à l'intérieur de cette classe, on retrouve quit, qui nous permet de fermer le jeu. Il faut savoir que c'est une méthode qui n'est pas testable dans Unity directement, pour des raisons évidentes, hein, parce que si j'appuie sur le bouton pour quitter, j'ai pas envie que mon éditeur Unity se ferme, surtout si j'ai pas sauvegardé. Du coup, c'est une méthode qu'on testera plus tard dans cette série lorsqu'on fera nos premiers builds. Le main menu button, comme je l'ai dit, celui-là il ne nous servira pas aujourd'hui, on va juste laisser le commentaire à l'intérieur, et on va surtout se concentrer sur le retry button, qui va nous demander pas mal de travail. Donc, qu'est-ce qu'on a envie de faire lorsqu'on appuie sur retry button? On a envie de recommencer le niveau, comme je l'ai marqué, et pour faire ça, il faudrait qu'on recharge la scène, il faudrait qu'on replace le joueur au spawn, et il faudrait qu'on réactive les mouvements du joueur, plus qu'on lui rende sa vie. Ce qui en soi représente déjà pas mal de choses. Vous vous demandez peut-être pourquoi recharger la scène. Parce qu'en soi, on pourrait simplement replacer juste le joueur au spawn, lui rendre sa vie, et ça y est, on le relâche, il va de nouveau faire sa vie dans la scène. Sauf que, si on fait ça, eh bien, les ennemis qui auront été éliminés, eh bien, ils vont pas réapparaître, et les pièces qui ont été ramassées par le joueur, elles ne vont pas réapparaître non plus. Donc en soi, c'est un gameplay comme un autre, hein. On pourrait dire que si le joueur il élimine tous les ennemis de la scène, et qu'il tombe dans le vide à la fin de la scène, il va recommencer, mais du coup les ennemis ont déjà été éliminés. Donc voilà, c'est possible, hein. C'est un type de gameplay comme un autre, comme je l'ai dit. Et pour être totalement honnête, ça aurait été beaucoup plus simple, et la vidéo aurait été beaucoup plus courte, mais j'ai préféré recharger la scène pour faire en sorte que le personnage a comme mission de vraiment tout recommencer, de recommencer tout le niveau actuel s'il est éliminé. Donc ça ajoute un petit peu de difficulté, mais c'est pas plus mal. Pour recharger la scène, on a une technique qui est assez simple à mettre en place, c'est de faire appel au scene manager, ou plutôt au scene management. Donc pour faire ça, il faut qu'on ajoute par contre un namespace, on va dire using unity engine.scene management. Donc Unity a déplacé le code relatif aux scènes dans le scene management, donc on en avait d'ailleurs déjà parlé de ce scene management pour passer d'une scène à une autre. Donc là c'est pareil, on va en avoir besoin. Et pour recharger la scène, ce qu'on peut faire, c'est scene manager.loadScene pour charger une scène. Et la scène qu'on veut charger, c'est notre scène actuelle. Et pour récupérer la scène actuelle, on peut dire scene manager, encore une fois, .getActiveScene, permet de récupérer la scène actuellement active, et on va ajouter simplement à la suite .buildIndex. Parce que pour charger une scène, il faut soit passer par son nom, soit passer par son build index, dont j'avais déjà parlé, c'est simplement l'ordre des scènes lorsqu'on va build notre jeu. Et ce qu'on peut ajouter tout de suite, c'est faire un gameover UI.setActive false. Simplement pour désactiver l'affichage du menu de gameover lorsqu'on va recharger la scène. Parce que si on ne met pas cette ligne, eh bien le menu de gameover il va rester affiché en permanence. Et c'est pas vraiment ce qu'on veut, surtout si le joueur est en train de jouer. Je vais sauvegarder tout ça. Avant de tester, il va falloir qu'on ajoute à nos différents boutons de game over, de notre menu de game over, les différentes actions qu'on vient de créer, parce qu'on les a créées ici dans Game Over Manager, mais on les a pas attribuées au bouton. Donc allons-y, on va prendre le premier bouton, retry, dans le on-click ici, on va appuyer sur plus, on va glisser le Game Manager dans l'objet, on va chercher Game Over Manager, et ça va être le retry button.
Bouton suivant, main menu, on ajoute une action, on glisse Game Manager dedans, on va chercher Game Over Manager, main menu button, c'est un petit peu répétitif, on prend le dernier, le bouton Quit, on ajoute une action, on glisse le Game Manager, Game Over Manager et Quit Button. Et ça y est, nos boutons sont setup. On va donc pouvoir tester. On va désactiver l'affichage du menu, on va désactiver l'objet du menu en fait, tout simplement. Je vais appuyer sur Play, je rentre en contact avec un ennemi, je suis éliminé, j'appuie sur Retry. Donc là, à première vue, ça fonctionne plutôt bien, sauf quand vous voyez, je réentre en contact avec un ennemi. Et là, il se passe un petit peu n'importe quoi. J'ai l'écran de fumée qui apparaît en permanence, j'ai mon personnage qui est ici, le menu il reste affiché, enfin bref, ça fonctionne pas du tout. Et si vous regardez dans la hiérarchie, vous pouvez voir que nos objets sont également dupliqués. On a 2 Game Managers, 2 Inventory, 2 joueurs, 2 caméras, et ça c'est simplement dû au fait qu'on a rechargé la scène, mais nos objets, ils sont marqués comme Don't Destroy on Load. Ça on en avait un petit peu parlé, c'est simplement pour garder les objets d'une scène à une autre. Mais du coup le problème c'est que lorsqu'on va recharger une scène, eh bien nos objets ils vont également être gardés. Et du coup les objets qui sont déjà présents, bah ils sont là, et les objets qu'on avait à la scène précédente, ils sont là aussi. Et du coup on va avoir cet effet de duplication qui, selon certaines règles, peut devenir de pire en pire. Et on peut avoir 3, 4, 5, 6 joueurs à la suite, comme ça, qui vont apparaître. Donc, simplement recharger la scène, ça ne va malheureusement pas suffire. Mais du coup, je viens de vous expliquer d'où vient le problème. C'est simplement que nos objets sont marqués comme Don't Destroy on Load. Et ce que je peux vous montrer également, c'est que le comportement va être différent si je me rends dans l'autre scène. Parce que dans l'autre scène, on n'a pas de joueur qui est là par défaut, le seul joueur qui est présent, c'est celui qu'on a ramené de la scène précédente. Donc si là je me fais éliminer par un ennemi, je crois que j'en ai un ici, oui. Alors je vais juste augmenter les dégâts de cet ennemi, ça ira un peu plus vite. Voilà, on va mettre 100 points de dégâts, je rentre en contact avec l'ennemi. J'ai bien mon menu qui apparaît toujours, malgré que je sois dans une autre scène, j'appuie sur Retry, et là on a quelque chose d'un petit peu mieux. Déjà, dans la console, on n'est pas spammé d'erreurs, on ne dit pas qu'il y a des duplications, et effectivement on n'a pas de duplication, hein. Le joueur il est toujours là qu'une fois, la main caméra est là qu'une fois, et vous voyez que notre joueur, alors il est invisible, mais il a bien été replacé au début du niveau. Et le fait qu'on n'ait pas de duplication, comme je l'ai dit, c'est simplement dû au fait que par défaut, dans cette scène, on n'a pas de joueur. Ce qui fait que lorsqu'on va la recharger, on va garder les objets qu'on avait dans la scène, qui sont marqués comme Don't Destroy on Load, mais vu qu'ils n'existaient pas avant le premier chargement de la scène, eh bien ces objets on les a toujours qu'une seule fois. Du coup, ce qu'on va devoir faire dans cette première scène, pour éviter la duplication, c'est de faire en sorte que les objets qui soient marqués comme Don't Destroy on Load soient démarqués. Faut plus qu'ils soient gardés lorsqu'on va recharger cette scène. Vu que ces objets ils sont déjà là par défaut, on n'aura pas besoin de les garder en rechargeant la scène. J'espère que c'est assez clair, comme je l'ai dit, l'épisode il est un petit peu plus technique aujourd'hui, on va devoir bidouiller un petit peu certaines fonctionnalités de Unity. Donc ça peut être un petit peu compliqué, mais dans l'ensemble, vous allez voir qu'une fois que le système est terminé, c'est un petit peu plus simple. Donc comment faire pour faire en sorte que les objets qui soient marqués comme Don't Destroy on Load ne le soient plus? Eh bien en réalité c'est assez simple. Lorsque j'appuie sur Play ici, vous voyez qu'on a, dans la hiérarchie, en quelque sorte, deux scènes. On a le Level 01 et le Don't Destroy on Load. En fait, ce que fait Unity lorsqu'on marque un objet comme Don't Destroy on Load, eh bien Unity ce qu'il va faire c'est qu'il va déplacer ces fameux objets dans une scène alternative Don't Destroy on Load, qui est celle-là. Et en fait, c'est tout ce que fait Unity. Il va simplement placer les objets dans une autre scène, mais il va toujours les afficher à l'écran, comme s'ils étaient dans la même scène. Et du coup, nous, tout ce qu'on a à faire, en fait, c'est prendre tous ces objets-là, dans la hiérarchie, et les placer, ou les replacer dans Level 01. On a juste à faire ça. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que là, si mon personnage il se fait éliminer, et que j'appuie sur Retry, ma scène va simplement se charger, et tout refonctionne parfaitement bien. Donc voilà, il n'y a rien de plus compliqué, j'étais d'ailleurs assez étonné de savoir que ça fonctionnait comme ça, je savais pas qu'il suffisait en fait simplement de sortir les objets du Don't Destroy on Load, je l'ai découvert en préparant cet épisode, et du coup voilà, ce qu'on veut faire c'est prendre ces objets dans la hiérarchie, et les déplacer ici. Et nous, il faut qu'on fasse ça via un script, mais vous allez voir que c'est très simple. Le script qui marque nos objets comme Don't Destroy on Load, il est sur le Game Manager. Et d'ailleurs son nom c'est Don't Destroy on Load Scene. Et on a une variable avec tous les objets qu'on veut garder. On va ouvrir ce script,
Et ce qu'on va faire, tout bêtement, c'est la fonction inverse de ce qu'on a ici. Ici, on passe sur chacun des objets et on le marque comme don'tDestroyOnLoad. Nous, on va créer une autre méthode qu'on va appeler remove from don'tDestroyOnLoad. On peut copier-coller cette boucle, et plutôt que de faire don'tDestroyOnLoad ici, on va simplement faire en sorte de déplacer ces objets d'une scène à une autre. Pour faire ça, on va de nouveau avoir besoin du namespace de scene management, donc on va dire using Unity Engine .scene management, et la ligne qu'on va utiliser c'est scene manager.move GameObject to scene, donc déplacer objet vers scène, et l'élément qu'on va déplacer ça va être element, c'est le nom simplement que j'ai attribué temporairement à chaque objet, et element on va le déplacer vers scene manager.getActiveScene. On va les déplacer depuis don'tDestroyOnLoad vers la scène active. Et il ne nous reste plus qu'à appeler cette méthode au bon moment, donc lorsqu'on est dans la première scène en fait. Lorsque le joueur est déjà présent par défaut, il faudra qu'on appelle cette méthode pour le sortir de don'tDestroyOnLoad avant de recharger la scène. Pour pouvoir appeler facilement cette méthode, et parce que don'tDestroyOnLoadScene est théoriquement une instance unique, vous l'avez peut-être deviné, on va de nouveau ajouter un singleton. Donc pour faire ça, on peut aller dans GameOverManager par exemple, on va copier la méthode de singleton qu'on a ici, et on va simplement la coller ici. Unity va pas trop aimer parce que vous voyez qu'on avait déjà une fonction awake ici, et donc là je viens d'en importer une deuxième, donc on va traiter ça dans un instant. On va commencer par changer le nom de l'instance, ou plutôt le type, ça va être donc don'tDestroyOnLoadScene. Pareil pour le message d'erreur ici, il y a plus d'une instance de don'tDestroy, et du coup ce qu'on veut faire c'est simplement copier cette boucle ici, et on va la mettre à la suite de la fonction awake. Et on peut supprimer l'ancienne méthode. Du coup, ce qui va se passer, c'est que si il y a déjà un objet, on va avoir le message d'erreur et on va return, donc on va pas lire la suite. Et en revanche, si c'est effectivement la première instance, si c'est bien une instance unique, on va marquer dès le début du jeu, dès le lancement, les objets habituels comme étant à ne pas détruire. Donc en fait, ce qui se passe ici dans la méthode awake, c'est exactement ce qu'on avait au début de l'épisode avant qu'on modifie ce script. On a juste ajouté un singleton pour y accéder plus facilement et une méthode qu'on appellera à certains moments. Donc justement, à quel moment est-ce qu'on va appeler ça? Comme je l'ai dit, le problème avec ce don'tDestroyOnLoad, il est que présent dans la scène 1. Il est présent en fait lorsque le joueur est déjà là par défaut. Par contre, dans une scène où le joueur n'existe pas par défaut, donc par exemple si je vais dans la scène 2, on peut voir que le joueur, lui, il n'existe pas dans cette scène, ce qui fait qu'il sera toujours unique, même lorsqu'on va recharger la scène. Donc il faut qu'on trouve un moyen de savoir si le joueur est présent par défaut dans la scène. Je pense que le moyen le plus simple, et c'est celui qu'on va utiliser, c'est de créer un objet dans chaque scène, qui va être en fait le responsable de la scène, et qui lui saura si le joueur est présent par défaut ou non. Et donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. On a actuellement dans notre jeu un Game Manager, qui lui est vraiment général à tout le jeu, et ce que je vous propose c'est simplement de créer un nouvel objet, un nouvel empty, qu'on va appeler scene manager. Peut-être current scene manager. Et donc cet objet il sera présent dans chaque scène, mais il sera vraiment unique à la scène, c'est-à-dire on va jamais l'emmener en don'tDestroyOnLoad d'une scène à une autre. Ça peut paraître un petit peu beaucoup d'avoir un objet et un script qu'on va créer dans un instant juste pour savoir si le joueur est présent, mais vous allez voir que ce script il va nous servir à autre chose un petit peu plus tard dans l'épisode. Donc on va ajouter un component qu'on va appeler current scene manager, on va ajouter ce script, on peut l'ouvrir, on va effacer les méthodes qu'on a ici, les using qui nous serviront pas, et on va donc créer une variable publique de type boolean, et on va dire is player present by default. Et par défaut, on va mettre à false. On sauvegarde ce script,
Et d'ailleurs, avant de quitter ce script, on va aussi lui ajouter un singleton. Alors oui, vous êtes prévenus, hein, on va en ajouter vraiment dans toutes les classes qui sont uniques dans notre projet, ça sera beaucoup plus simple pour les accès. Donc pareil, je vais aller dans un script où il y en a déjà un, comme le Game Over Manager. Je vais copier ça, Current Scene Manager, et on va coller cet élément. Le type, c'est du coup Current Scene Manager. On va également coller ça dans le message d'avertissement, et ça nous suffira pour accéder à cette variable facilement. On va retourner sur Unity, et maintenant ce script Current Scene Manager, cet objet plutôt, il faudra qu'on l'ajoute dans chacune de nos scènes. Donc ce qu'on peut déjà faire, c'est faire un glisser-déposer vers le dossier prefab, ce sera beaucoup plus simple, on aura juste à glisser l'objet. Et dans la scène 1, là où le joueur est déjà présent, il faut qu'on coche cette case, pour dire que le joueur est déjà dans cette scène. On peut sauvegarder, on va aller dans nos autres scènes, donc moi j'en ai toujours que 2. Je vais glisser cet objet Current Scene dans ma hiérarchie, vous pouvez le mettre n'importe où dans la scène, c'est pas important. Et par contre ici, je ne vais pas cocher cette case. Et donc voilà, il faut réitérer cette étape, il faut absolument que vous ajoutiez cet objet dans absolument toutes vos scènes, c'est très important. Je vais sauvegarder, je vais retourner dans ma scène 1. Et maintenant qu'on a un moyen dans chaque scène de savoir si le joueur est présent par défaut, eh bien il va simplement falloir qu'on sorte le personnage des objets à ne pas détruire, donc du Don't Destroy Onload quand c'est nécessaire, et ça sera donc basé sur cette variable. Lorsque c'est coché, il faudra simplement qu'on désactive le fait de garder le joueur au changement de scène, ou au rechargement de scène, et en revanche, si c'est pas coché, eh bien on pourra garder le joueur comme Don't Destroy Onload. Encore une fois, j'espère que je suis assez clair, comme je l'ai dit, c'est assez technique, c'est pas forcément super simple à expliquer, pour moi c'est très clair forcément, mais c'est vrai qu'à expliquer c'est pas toujours le plus simple. Donc cette activation ou désactivation du Don't Destroy Onload, on va le faire depuis le Game Over Manager. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans OnPlayerDef, donc lorsque le joueur est éliminé, on va vérifier si dans la scène actuelle le joueur est présent par défaut. Donc on va commencer par ça, on va dire que si current scene manager.instance.player present by default, si le joueur est présent par défaut, eh bien on veut désactiver le Don't Destroy Onload. Et pour faire ça, on va donc dire Don't Destroy Onload scene, ce qui fait référence à notre script qu'on a ici, et on va appeler cette méthode ici, remove from Don't Destroy Onload, qu'on doit marquer d'ailleurs comme étant public. Donc allons-y, je retourne dans Game Over Manager, donc je vais dire .instance, remove from Don't Destroy Onload. Et j'ai pas de paramètres à passer, automatiquement cette méthode elle va récupérer tous les objets et elle va les désactiver, va leur désactiver le Don't Destroy Onload. Et on va pouvoir aller tester dans nos deux scènes. Donc on va aller dans la première scène, là où le joueur est présent par défaut et donc la case est cochée, j'appuie sur play. Donc qu'est-ce qui va se passer lorsque je suis éliminé et que j'appuie sur retry? Eh bien, c'est parfait, ça fonctionne déjà. On n'a rien à faire de plus pour cette scène. On va maintenant aller dans la deuxième scène. Je vais aller me faire éliminer par l'ennemi. Je crois que du coup j'ai pas sauvegardé les dégâts de l'ennemi, il faut que je les réaugmente, sinon ça va être un peu long. Je rentre en contact avec l'ennemi, j'appuie sur retry, et là vous pouvez voir qu'on avait déjà ce cas avant, notre joueur il est juste replacé au début. Par contre, on n'a plus de vie, on n'a plus de visuel, on n'a plus grand chose en fait. Mais on a déjà pas mal avancé, maintenant il ne nous reste plus qu'à réactiver le nécessaire sur le joueur pour pouvoir relancer simplement le jeu. Et les plus attentifs d'entre vous auront probablement remarqué un autre problème, alors je vais quand même vous le remontrer visuellement, ça sera un petit peu plus parlant. Je vais aller dans la scène 2, vous voyez que j'ai 0 pièces, je ramasse les 3 pièces que j'ai ici, ça fonctionne. Je me fais éliminer par l'ennemi, alors j'ai encore une fois oublié d'augmenter les dégâts de l'ennemi, on va faire ça rapidement, voilà. Je me fais éliminer, j'appuie sur retry, la scène est rechargée et vous voyez que les 3 pièces sont revenues ici. Par contre, mon compteur de pièces, il est toujours à 3. Donc théoriquement, si je recommence le niveau, que je dois ramasser les différents objets de la scène, rééliminer les ennemis, eh bien je suis pas censé garder ce que j'avais récupéré
pendant la partie où je suis éliminé, où j'ai été éliminé. Donc là je devrais avoir normalement 0 pièces en toute logique. Donc ça c'est un autre problème qu'on va traiter juste après. Mais on va commencer par réactiver le nécessaire sur le joueur, donc son visuel, ses déplacements, etc. Pour faire ça, on va aller dans Player Elf, et ce qu'on va faire, c'est en fait quasiment l'inverse de la méthode die. Ici, ce qu'on fait, c'est qu'on désactive le visuel, on désactive le rigid body, pour qu'il n'y ait plus de contact, qu'il n'y ait plus de déplacement, il n'y a plus de collider, etc. Et nous, en fait, ce qu'on va faire, c'est l'inverse. Donc on va ajouter une méthode, qu'on va simplement appeler respawn, comme ça on a vraiment une méthode qui porte bien son nom. On peut effacer ce debug.log, il nous est plus vraiment utile, on va copier tout ça, on va le coller là-dedans, et on va simplement changer les valeurs. Donc playerMovement.instance.enabled, on va le passer à true, on va réactiver les déplacements, le player movement du joueur, on va réactiver ce script. Dans notre méthode die, on fait appel à un trigger dans notre animator pour jouer l'animation d'écran de fumée, donc l'élimination. Et chez nous, on n'a pas envie de jouer cette animation, par contre, on a envie d'appeler un trigger pour réactiver le système d'animation par défaut. Donc on va créer ce trigger dans un petit instant, on va juste l'appeler respawn, et ça va être en fait une connexion depuis l'animation d'élimination vers l'animation idle, pour simplement relancer le process habituel des animations. Le rigid body, on l'a passé en kinématique, ce qui fait qu'il n'est plus sensible aux forces. Du coup, là, on va mettre ce qu'on a par défaut, il faut que je vérifie, je sais plus ce que c'est. Dans Player, on a dynamique. Vous voyez, body type ici. Donc ici, on va passer en dynamique. Le Player Collider, on va passer à True, on va le réactiver. Et évidemment, on n'a pas envie d'appeler l'activation du menu de Game Over lorsqu'on respawn, donc on va enlever cette ligne. Par contre, si on respawn, il y a une chose qu'il vaut mieux ne pas oublier de faire, c'est redonner de la vie au joueur. Donc on va dire que current elf, la vie actuelle, va être égale à la vie maximale. On va régénérer toute la vie de notre joueur. Et évidemment, on ne fait pas cette attribution de vie sans faire un elfbar.setElf comme on a ici, donc je vais juste copier-coller ça, pour mettre à jour le visuel de la barre de vie basé sur nos points de vie actuels. Et on peut sauvegarder ça. On va s'occuper du trigger respawn directement. Donc je vais retourner sur Unity. Sur mon joueur, je vais ouvrir mon animator. Donc je fais un double-clic ici pour ouvrir l'animator. On va aller dans paramètres ici, si vous n'êtes pas déjà dedans. Vous pouvez faire le plus, trigger, et ici on va créer donc le fameux trigger respawn. Et donc notre problème actuellement c'est que player die ici va être appelé, et cette animation va se jouer une seule fois et ensuite elle va bloquer. Vous voyez qu'il n'y a pas de connexion vers un autre endroit, donc en fait on va être bloqué sur cette animation tant qu'on ne réappelle pas une animation comme player idle. Et du coup c'est ce qu'on va faire, on va faire un clic droit sur player die, make transition, on va faire une transition vers player idle, et cette transition ici, on va désactiver l'exit time. Dans settings, on va mettre 0 en transition duration, et dans conditions ici, on va appuyer sur le plus, et on va ajouter la condition respawn. Du coup, ce qui va se passer lorsque le joueur va être éliminé, c'est que depuis AnyState, on va appeler player die, donc ça va être l'animation de fumée, et on va rester bloqué sur cette animation tant que respawn n'est pas appelé. Et du coup ça, on va le faire, enfin on le fait du coup ici depuis là. Depuis la méthode respawn, on va faire un setTrigger respawn, ce qui va lire cette transition et rejouer l'animation idle de notre personnage. Et donc notre personnage, il pourra de nouveau grimper aux échelles, courir, etc. Il nous faut par contre maintenant appeler cette méthode respawn depuis quelque part, parce que pour l'instant ce n'est pas le cas. Et ça, on va le faire depuis le Game Over Manager, tout simplement. Donc ce qu'on veut faire nous, c'est recharger le niveau, et ici, replacer le joueur au spawn et réactiver les mouvements, donc ces deux commentaires on peut les enlever, et on va dire playerElf.instance.respawn. On peut sauvegarder, et on va enfin tester ça. J'appuie sur play, je vais toucher l'ennemi, j'appuie sur retry, je recommence bien au début de mon niveau.
Donc ça fonctionne bien, pas de problème à ce niveau-là. Je vais aller dans la scène suivante, j'avance un petit peu, je vais rentrer en contact avec l'ennemi, et si j'appuie sur Retry, et du coup ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Étant donné que la scène a été rechargée, l'ennemi il a bien 20 points de dégâts par défaut, vu que c'est moi qui ai modifié son nombre de dégâts à la volée, du coup bah ça fonctionne plutôt bien, et je vais juste tester. Si je me laisse tomber là-dedans, on a bien le replacement, avec toutes les données qui sont bien gardées, donc c'est parfait, ça fonctionne très très bien. Le seul problème qui nous reste maintenant, c'est le nombre de pièces qui n'est pas reset, du coup les pièces réapparaissent dans la scène, mais mon joueur il les garde quand même dans son inventaire, ces pièces, ce que je n'ai pas vraiment envie d'avoir. Donc voilà comme on peut le voir à l'écran. Du coup comment est-ce qu'on peut traiter ce problème, sachant qu'on recharge la scène? Eh bien je pense que la solution la plus simple, c'est de garder une trace du nombre de pièces qui a été ramassé par le joueur dans la scène active actuellement. Donc si je ramasse 3 pièces, j'aurai une variable qui va contenir 3, et au moment où je vais activer le respawn, donc je vais cliquer sur le bouton Retry, eh bien je vais simplement retirer au nombre de pièces totales de mon joueur le nombre de pièces qu'il a récupéré pendant le rush où il a été éliminé. Si vous n'avez pas tout compris, ça va être beaucoup plus clair dans un petit instant. On va aller dans le script qu'on a créé aujourd'hui, Current Scene Manager, donc ce script qui est présent sur l'objet du même nom et qui est présent dans chaque scène. Comme je vous le disais, ce script, on va le réutiliser, donc on ne l'utilise pas simplement pour savoir si le joueur est présent par défaut dans la scène. On va créer là-dedans une variable publique de type int, qu'on va appeler coins picked up count, tout simplement, donc le nombre de pièces qui ont été ramassées. Le nom est un peu implicite, parce qu'on parle dans cette scène, alors on peut peut-être mettre coins picked up in this scene. C'est un petit peu long comme nom de variable, mais au moins on sait vraiment de quoi on parle. C'est pas une variable qu'on va énormément utiliser, donc c'est pas trop dérangeant non plus. Voilà, maintenant qu'on a ça, il faut qu'on incrémente cette variable à chaque fois qu'on ramasse une pièce. Donc à chaque fois qu'on ramasse une pièce dans cette scène, il faut qu'on fasse un +1 sur cette variable. Pour faire ça, je vais déjà ajouter une pièce dans ma scène 1, donc dans Prefab, je vais glisser coin ici. Sur cette pièce, j'ai pickUpObject, que je vais pouvoir ouvrir, et actuellement à l'intérieur, on fait simplement inventory.instance.addCoin, donc on ajoute une pièce à notre inventaire. Et donc là, on va faire en fait exactement la même chose, mais pour notre variable dans CurrentSceneManager. Donc CurrentSceneManager.instance, parce qu'on a ajouté un singleton dedans, et on va dire coins picked up in this scene count. Alors oui, c'est vraiment très long en fait, c'est pas très grave, et on va faire juste ++ pour ajouter une unité à cette variable. On va juste vérifier que ça fonctionne bien, je vais retourner sur Unity. Je vais ouvrir mon Current Scene Manager, par défaut je suis bien à 0 pièce. Et du coup, lorsque je ramasse une pièce, normalement, voilà, on peut voir que la variable a bien été incrémentée, et j'ai bien une pièce qui a été ramassée dans cette scène. Et du coup maintenant, basé sur la valeur qu'on a là-dedans, au moment où on va recharger la scène, donc on va cliquer sur Retry, eh bien il faut qu'on décrémente le nombre de pièces dans notre inventaire par le nombre de pièces qu'on a ici. Donc on va ouvrir notre script inventory, et on va faire une fonction qui ressemble beaucoup à addCoins, public void, et on va simplement l'appeler removeCoins. Le principe va être l'inverse, plutôt que d'ajouter des pièces, on va en retirer. Et on va, en fait on peut carrément copier ça, et on va juste remplacer le plus ici par un moins. Du coup il nous suffit simplement d'appeler removeCoins en passant le nombre de pièces ramassées dans cette scène, et automatiquement ça va mettre à jour le nombre de pièces de l'inventaire. Et donc ça, comme je l'ai dit, on va le faire depuis GameOverManager. Dans Retry ici, on va le faire en premier vu qu'on recharge la scène juste après. On va dire que inventory.instance, on va appeler removeCoins, et le nombre de pièces qu'on va passer, le nombre de pièces qu'on veut retirer, ça va être CurrentSceneManager.instance.CoinsPickedUp in this scene count. On peut sauvegarder ça et je pense que ça devrait fonctionner. Alors on va essayer, je vais appuyer sur play. Alors dans la première scène, vu qu'on recharge totalement, ça ne change pas grand chose, on repasse de toute façon à 0. Ça c'est un peu l'avantage.
Par contre, dans la scène suivante, vous remarquez que j'ai actuellement une pièce au moment où je suis arrivé dans la scène. Je ramasse 3 pièces supplémentaires, je suis donc à 4. Et là, je vais me faire éliminer par l'ennemi, dont j'ai encore oublié d'augmenter le nombre de points de dégâts. Donc je me fais éliminer par mon ennemi. Si je clique sur Retry, ça fonctionne parfaitement. Je récupère bien la pièce que j'avais en arrivant sur cette scène, mais on m'a bien retiré les 3 pièces que j'avais ramassées ici. Donc c'est nickel, on est bien arrivé à la fin de cette vidéo. On a donc maintenant le personnage qui peut être éliminé, et on a un menu de Game Over qui va nous permettre de recharger la scène sur laquelle on a été éliminé justement, tout en gardant les stats si c'est nécessaire, avec notamment notre nombre de pièces. Un grand remerciement aux tipeurs du mois dernier comme d'habitude, et un grand remerciement à Frédéric, lui, Cheyenne Éphémère, Gameworld Studio, Schizocell, Aurélien, Tenno et Spyprog. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de la série, pour créer un jeu en 2D facilement. Salut!